Bonjour Charlotte et merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler des questions américaines. Bonjour. Donc toi tu es chercheuse à l'Institut français des géopolitiques et tu es aussi journaliste Oui, c'est et exact. tu es spécialiste des questions américaines. En tout cas tu as travaillé beaucoup sur ça. Donc c'est une période particulière. Dans quelques mois vont se dérouler les prochaines élections présidentielles américaines. C'est les 53e dans un contexte particulier puisqu'il y a eu la crise du coronavirus qui est toujours en cours. Il y a eu un mouvement très important suite aux violences policières et à l'assassinat de George Floyd. Moi, j'aimerais que tu nous décrives un peu ce qui se passe aujourd'hui, le climat de cette campagne. Et est-ce que les Américains, ils ont la tête aux élections alors que la crise sanitaire, elle est toujours là? On a vu le témoignage hier soir de Sharon Stone qui était extrêmement puissant. Est-ce qu'il y a un véritable intérêt pour ces élections? Alors oui, je pense qu'il y a un intérêt pour ces élections, mais effectivement, tu as très bien récapitulé la complexité de la situation. Du côté de, je dirais que on peut peut-être faire la distinction entre ce qui se passe dans la campagne des républicains, de Trump, qui est effectivement complètement dévoré et obscurci par la crise du coronavirus, parce que le bilan de Trump est catastrophique de ce point de vue-là, et que effectivement les Américains sont dans une situation vraiment très difficile. Et que évidemment, le coronavirus, en plus, il touche les gens à travers tout le spectre politique, donc, enfin, de l'échiquier politique. Donc, du côté de Trump, c'est surtout ça qui va dominer. Du côté des démocrates, ça fait un moment qu'ils sont en campagne ou qu'ils se préparent à la campagne. Bon, évidemment, eux, ils ont un enjeu depuis plusieurs mois, voire années, c'était de désigner un candidat et puis ensuite la vice-présidente, enfin le candidat à la vice-présidence. Donc eux, ils sont en campagne activement et beaucoup plus mobilisés depuis plus longtemps. Ça, c'est logique. Mais eux, surtout, ils sont quand même très déterminés à mettre Trump dehors. Et c'est une campagne que je qualifierais plutôt de pragmatique, notamment parce qu'on voit bien que ni Biden ni Kamala Harris n'étaient les favoris, notamment, alors parce que moi je regarde plutôt ce qui se passe du côté de la gauche, de Black Lives Matter, etc. Ni Joe Biden ni Kamala Harris n'étaient leurs candidats préférés. Néanmoins, majoritairement, il y a un appel à aller voter pour eux, se débarrasser de Trump, quitte à se préparer, à se remobiliser et pousser pour d'autres revendications un peu plus tard, une fois qu'ils seront élus. Effectivement, on a l'habitude d'avoir dans ce genre de campagne il y a des grands rassemblements, notamment les conventions, c'est des moments très importants pour les partis. Aujourd'hui, c'est mis sous les noir parce qu'il y a il y a la crise sanitaire. Donc tu l'as dit, Joe Biden, il a annoncé sa vice-présidente la semaine dernière. Pourquoi ce choix-là? Parce que moi, je me suis aperçu en lisant des articles, y compris dans l'aile progressiste, elle ne faisait pas l'unanimité, notamment dans les positions qu'elle a eues par le passé en tant que gouverneur et juge. Ouais, alors elle a effectivement, d'ailleurs, elle n'était pas du tout la favorite des leaders et des activistes de Black Lives Matter dans les, dans le moment des primaires, en fait. Euh, Beaucoup d'entre eux soutenaient Bernie Sanders, par exemple, ou Elizabeth Warren pour d'autres. Enfin bon, en tout cas, ça se situait beaucoup plus à gauche que Kamala Harris. Il y a y compris un argument qui dit que ça suffit pas qu'elle soit noire pour être une caution à tout et ça c'est un argument de la politiste Keeanga Yamahtta Taylor qui est une chercheuse en sciences politiques marxiste qui travaille beaucoup sur les questions et de race et de classe et cette intersection entre les deux et elle dit en gros depuis 50 ans d'avoir des élus noirs, des gens à des positions de pouvoir noirs, etc. Il y en a plein mais ça ne se transforme pas en changement concret. Donc elle est là, bon, elle dit c'est une première symbolique de plus, mais en fait, on attend que ça se traduise par de véritables changements. Et elle prend pour exemple Chicago, par exemple, où l'élection de la maire Lori Lightfoot n'a pas du tout transformé la répartition, par exemple, des budgets et notamment de l'allocation d'un tiers du budget de la ville au budget de la police, qui est une des revendications actuelles du mouvement. Bon, je ferme la digression, mais Kamala Harris, effectivement, elle avait beaucoup de critiques, y compris pendant qu'elle était
procureur de San Francisco, mais avec des choses assez graves, hein, des erreurs judiciaires qu'elle a défendues, des votes ensuite contre la peine, enfin pour la peine de mort, contre un projet qui aurait aboli, suspendu la peine de mort. Elle a aussi voté contre l'extension des caméras corporelles pour les policiers à l'État de Californie. Enfin, vraiment des choses. Et même par exemple ça c'était en 2015, donc c'est assez récent. Le mouvement Black Lives Matter avait déjà commencé. On peut considérer qu'elle était déjà un petit peu sensibilisée à la question et qu'elle aurait dû faire mieux. Maintenant, les mêmes personnes qui la critiquaient pour ce bilan-là sont pragmatiques et se disent ok, là l'urgence c'est de virer Donald Trump, de faire gagner le ticket démocrate. Il y a des gens qui sont littéralement en train de mourir de son incompétence à gérer les États-Unis, plus toutes les craintes et dangers qu'il fait peser sur la démocratie et sur les fondements de la démocratie américaine en termes de ses valeurs, la liberté d'expression, le droit de vote, etc. Donc là, voilà, il y a cette urgence à dire il faut absolument se débarrasser de Donald Trump, changer les choses. Et puis aussi avec un autre argument qui, bon, je pense est plutôt politicien, mais de dire on a critiqué Kamala Harris, on lui a demandé de s'améliorer sur certains sujets. Il semblerait qu'elle a fait du chemin. Alors, est-ce que c'est dans une perspective électoraliste et parce qu'elle était en campagne et que du coup, les prises de position pour se distinguer étaient voilà, stratégiquement plus intelligentes d'aller sur la gauche du parti? Bon, peut-être que c'était électoraliste. On verra une fois que Biden et Harris seront élus ou pas. Mais voilà, donc il y en a qui disent on attendait qu'elle progresse, elle a progressé, il faut lui laisser une chance et de toute façon il y a une prise d'otage là clairement, donc pas le choix. Parce qu'il y a quand même pour nous, enfin, vu en tout cas de France, des signaux qui sont assez contradictoires. J'ai vu qu'hier, il y avait l'ouverture de la convention, il y avait un républicain qui était là et qui était dans le passé enfin, anti-avortement et qui prenait la parole. Donc pour nous, c'est surprenant. On n'imagine pas en France inviter dans un meeting de la gauche rassemblée quelqu'un de droite qui était contre l'avortement. C'est assez particulier ça. De toute façon, le bipartisme fait que, historiquement, que ce soit côté démocrate ou côté républicain, ces gigantesques plateformes ont l'habitude d'allier des courants très, très différents à l'intérieur. On se souvient que les républicains, à l'époque où il y avait la montée du Tea Party, etc., il y avait aussi un large spectre d'opinions et de mouvements à l'intérieur du Parti républicain. Et c'est la même chose du côté démocrate, où on a la coexistence de Joe Biden, de Barack Obama, de Bernie Sanders, voilà, et de, je sais pas, Alexandria Ocasio-Cortez, même si là, elle n'était pas dans la course à la présidence. Mais donc, voilà, ça c'est une chose. Après, sur Trump, un de ses problèmes, c'est que, comme je le disais il y a quelques instants, il met vraiment en danger les valeurs fondamentales des États-Unis. Et il y a beaucoup d'Américains qui, même s'ils peuvent être sensibles à son populisme, etc., sont quand même attachés à la question de la liberté, à la question des droits individuels, etc. Et là, ils sentent bien que quand même, il se passe quelque chose. Tous les républicains ne sont pas dans la même critique des médias, par exemple. Ils ne disent pas tous que les médias sont tous corrompus, menteurs, etc. Et ils comprennent bien que la liberté de la presse, c'est quand même un des fondements de la démocratie américaine. Et puis, ils sont inquiets du côté incontrôlable de Trump, qui vraiment est incompétent et parfois incohérent et pas fiable, quoi. Là, j'ai vu qu'il disait même enfin, il a lancé l'idée que les élections ne pourraient pas se tenir, que le résultat serait pas sûr, qu'il n'y aurait pas de résultat avant des années. C'est possible ça ou pas? Bon, alors il peut se passer beaucoup de choses. Je ne fais pas de prédiction, il peut se passer beaucoup de choses d'ici le 3 novembre. Ce qui est certain, c'est que concrètement, il y a des attaques et en tout cas des intimidations
clair sur la question du vote, de la comptabilisation du vote. On sait très bien que quand les gens ont le sentiment que leur vote ne va pas compter, etc., ça a une tendance à démobiliser certaines franges de la population. Ce qui est en train de se passer autour de la poste américaine et le fait que donc ce service public postal est en crise budgétaire, qu'il va y avoir des coupes sur la distribution du courrier, les machines, enfin bref, tout un tas de choses, y compris dans des États très stratégiques où le vote va être important. Et Trump est en train effectivement de commencer à dire qu'il y aurait des retards de courrier et que donc les bulletins de vote arriveraient en retard. On a déjà vu, y compris avec l'élection de George Bush et le recomptage, que ça peut avoir des impacts vraiment très, très concrets. Retarder l'annonce du vainqueur, par exemple, etc. Je dirais que rétrospectivement, Bush avait l'air plus sain et politiquement fiable que Trump. Donc, c'était finalement moins problématique que ça le serait aujourd'hui si on se lançait dans par exemple, un doute sur le résultat, le comptage, etc. Mais même en dehors de la question de la poste, les obstacles à l'exercice du droit de vote, ils sont encore concrets, multiples et fréquents. Et ça se passe par exemple par le fait que pour s'inscrire sur les listes électorales, il faut se rendre à un bureau je sais pas, il y en a seulement 2 dans l'État, c'est à plusieurs centaines de kilomètres de chez soi, il faut y aller par bus, c'est ouvert que de 10h à midi, 2 jours par semaine, en horaire de travail. Enfin, il y a des obstacles comme ça qui font que, évidemment, il y a des gens qui sont empêchés concrètement, ou en tout cas qui rencontrent des obstacles et un parcours du combattant pour réussir à exercer le droit de vote. Et ça, c'est déjà pour s'inscrire sur les listes électorales, et ensuite le jour du vote, et ensuite il faut des papiers. Parmi les tactiques d'intimidation, je lisais aujourd'hui le cas d'une femme en Caroline du Nord qui est poursuivie parce qu'elle était, après sa libération de prison, elle est allée voter en pensant qu'elle avait le droit de vote. Et en fait, elle n'était pas éligible au droit de vote, elle a voté et aujourd'hui, elle est menacée de retourner en prison et de poursuites judiciaires pour avoir exercé improprement ce droit de vote. Et ça, c'est des choses qui sont assez fréquentes en fait. Donc la démocratie et le droit de vote aux États-Unis n'est pas du tout uniformément acquis. Je ne parle même pas du droit de vote des prisonniers, qui est constamment enfreint. Voilà, donc il y a effectivement un danger. Très important pour la démocratie, c'est bien de le rappeler parce que quand on parle des États-Unis, on a l'impression de parler de la plus grande démocratie du monde, mais quand on regarde dans le détail et qu'on écoute ce que tu dis, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Moi, il y a un autre élément qui m'a marqué. Hier, j'ai écouté le discours de Michelle Obama. Donc, elle a beaucoup tapé sur Trump, elle a beaucoup tapé sur son manque d'empathie, sa mauvaise gestion de la crise. J'ai presque l'impression, moi, qu'il attaque plus sur sa mauvaise gestion de la crise que sur le phénomène massif qui est en train de prendre aux États-Unis, mais qui date de plusieurs années, tu l'as déjà dit, et je l'ai lu, que tu l'avais écrit ailleurs, sur la question des violences policières et du racisme. C'est ça qui me paraît surprenant. On parle presque plus de sa mauvaise gestion de la crise du Covid que de ce qui secoue la société américaine. Les démocrates font pas une campagne idéologique. Leur argument principal, de toute façon, c'est de dire il faut le mettre dehors, il est dangereux. C'est ça leur argument en fait. C'est tous unis contre. Enfin, ils le diabolisent, voilà. Quand bien même ils essaieraient d'avancer sur les questions plus idéologiques et notamment sur Black Lives Matter ou sur la question des violences policières, ce serait sans doute pas Michelle Obama qui irait au front sur cette question-là. D'une part parce que en tant que femme noire, elle serait vue comme partiale, etc. Enfin, il y a quand même tout un jeu de politique identitaire où voilà, elle serait probablement plus attaquée sur cette question et moins prise au sérieux. Et puis aussi sans doute parce que Black Lives Matter, ça a émergé sous Obama, sous Barack Obama, et que donc il y avait déjà des critiques à l'époque et il a déjà un bilan qui n'est en tout cas pas complètement satisfaisant, en tout cas qui n'a pas suffi à transformer les choses. Donc elle ne peut pas l'attaquer. Mais elle en a quand même parlé un petit peu, elle a quand même mentionné qu'il continue à y avoir des personnes noires
Noirs qui sont tués par la police, brutalisés et que en toute impunité. Donc elle l'a mentionné. Après, effectivement, ça correspond à la ligne démocrate de dire surtout, en fait, c'est lui qu'il faut mettre dehors. Et d'ailleurs, quand on regarde les sondages, ça se traduit, ça, et c'est peut-être un des éléments qu'il faut regarder quand on veut se demander si Trump a quand même encore une chance d'être réélu ou pas. C'est que quand on regarde, alors plus de gens annoncent qu'ils voteront pour Biden que pour Trump, mais parmi les gens qui annoncent qu'ils vont voter pour Trump, il y a une base beaucoup plus solide et beaucoup plus convaincue. Il a vraiment une plateforme beaucoup plus, un soutien plus unanime à son idéologie, alors que quand on regarde parmi les votants de Biden, il y en a 3/4 qui vont le faire sans conviction en fait, mais qui vont le faire parce qu'ils pensent qu'il sera mieux que Trump. Donc ça, faudra peut-être faire attention, et puis refaire attention aussi simplement au fait que déjà en 2016, en nombre de voix, Trump avait été distancé de 3 millions de voix, et que par le jeu des grands électeurs et des États républicains, il avait emporté les voix des sénateurs et des grands électeurs. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Aux États-Unis, comme en France, on l'a déjà vu aussi, le péché d'orgueil et l'excès de confiance en amont d'une élection ont déjà porté préjudice. Donc je pense que voilà, il faut que les démocrates restent mobilisés, continuent de travailler, soient sérieux, ne fassent pas d'erreurs. La route est encore longue d'ici novembre, il peut se passer plusieurs choses. Tu as devancé ma question parce que j'allais te dire, si on met tous les éléments bout à bout, vu d'ici, on se demande vraiment comment Trump a encore gagné cette élection présidentielle. Pour nous, ça paraît inconcevable. Parce que la géographie des États-Unis et leur système électoral fait que les voix des États ruraux républicains, conservateurs pèsent plus. Voilà, donc c'est une mécanique un peu complexe, mais bon, voilà, qui fait qu'ils peuvent être leur voix finit par compter plus. Voilà. Donc ça peut être un des éléments. On observe quand même que les démocrates font attention à éviter l'erreur qu'ils avaient fait en 2016 quand ils étaient extrêmement critiques de Hillary Clinton. Et ça, justement, parmi les leaders de Black Lives Matter, on voit bien la différence. Ils étaient allés perturber les meetings de Bernie Sanders, de Hillary Clinton, etc., pour les obliger à se radicaliser, si on veut, enfin, en tout cas, à embrasser des positions plus progressistes sur un certain nombre de sujets. Et finalement, ça a un petit peu coûté, puisque à la fin, Hillary Clinton, il y a plein de gens qui n'étaient pas allés voter pour elle, il n'y avait pas d'enthousiasme autour de sa candidature, alors que, bon, finalement, peut-être qu'elle aurait pu l'emporter. Donc, ils font attention à éviter ça. Si je reprends ce que tu dis, c'est tout sauf Trump ce qui est en train de se passer. Oui, on les comprend. Parce on arrive quand même à dire aujourd'hui, avec du recul, que Bush était plus sain que Trump. Et on n'aurait jamais imaginé dire ça il y a quelques années. Donc c'est quand même assez surréaliste comme situation. C'est complètement surréaliste, mais c'est vraiment... il y a quelque chose de complètement irrationnel chez Trump. Et c'est pas une campagne qui se joue. Mais d'ailleurs, même la campagne de Trump, elle n'est pas idéologique au sens où on débat avec des gens qui ont juste des positions opposées aux nôtres, mais qui ont des valeurs cohérentes, un système de pensée qu'ils défendent, etc. Quelque chose de complètement erratique chez Trump et de complètement irrationnel. Alors, voilà, il ne faut pas non plus le prendre pour un fou et un idiot complètement, hein, évidemment. Mais on n'est pas sur du débat d'idées traditionnel avec des opposants qui peuvent se respecter et évoluer dans un système politique. Trump, il remet en cause le système politique lui-même et les valeurs, les règles du jeu. Il défie les médias, il respecte rien ni personne, il ment allègrement, il menace de changer les règles parce qu'elles ne lui conviennent pas, il menace la démocratie, il défie la science et le coronavirus, enfin, l'ampleur de l'épidémie, c'est exactement ça. C'est quand même la traduction concrète de sa défiance pour les scientifiques, sa défiance assumée.
le fait qu'il déprotège aussi un parc national dans l'Arctique et qu'il réautorise l'extraction minière dans l'Arctique, à contre-courant total de toutes les positions environnementalistes et écologiques, et voilà, dans le cadre du réchauffement climatique, de la protection de l'environnement, etc. Enfin, il est une menace pour tout. C'est vraiment... et pour les institutions. C'est-à-dire qu'il met en danger les institutions, y compris, bon voilà, il y a eu une procédure d'impeachment contre lui pendant son mandat. Enfin, tout est hors de contrôle sous Trump. Donc effectivement, c'est tout sauf lui. Pour finir, on va parler d'une question sur laquelle tu as beaucoup travaillé et qui t'est chère, c'est Black Lives Matter. On a eu un éclairage très fort au moment de l'assassinat de George Floyd, et y compris depuis la France, on a eu beaucoup d'articles, il y a eu une lumière, et puis ça s'est traduit par des mobilisations partout en Europe. Aujourd'hui, la néo, le mouvement, moi j'ai regardé un peu, j'ai vu qu'à Portland et Chicago, il y avait quand même des nuits qui n'étaient pas très, un peu chaudes. Est-ce qu'il va y avoir une traduction politique? C'est quoi dans les semaines et les mois à venir? Comment ça peut déboucher ça va déboucher sur quoi tout ça? Alors, une des caractéristiques du mouvement de Black Lives Matter, c'est que c'est un mouvement qui est très décentralisé. Donc, même s'il y a des leaders, en tout cas des voix plus fortes que d'autres, dans leur ADN, à l'organisation Black Lives Matter, c'est très décentralisé et ils font confiance aux initiatives locales, ce qui d'ailleurs, de toute façon, est cohérent avec le système fédéral et l'organisation politique. Donc, si on prend la question de la police, par exemple, très précisément de la question de la police, tout ça va se jouer aux échelles des comtés, des villes, des États, en fonction des rapports de force sur le terrain. Donc, il va y avoir différentes offensives, différentes tactiques, différentes stratégies. Alicia Garza, qui est une des fondatrices du mouvement Black Lives Matter, elle, au moment de la nomination de Kamala Harris, bon, elle a soutenu sa nomination en disant très bien, c'est une victoire, c'est une bonne chose, mais le droit de vote et l'exercice du droit de vote, c'est qu'une des stratégies dans l'avancée pour l'égalité des droits, etc. Donc oui, on va aller voter, c'est important, c'est essentiel, et ils font campagne pour que les gens se mobilisent et votent, mais ce n'est pas du tout la seule stratégie. Donc en parallèle, il y a des mobilisations pour, par exemple, je disais tout à l'heure que Kamala Harris, elle n'avait pas voté pour une loi pour que les policiers portent des caméras corporelles. Ça, c'est une des tactiques qui est promue sur le terrain à différents endroits. À Seattle, par exemple, ils ont diminué le budget de la police pour réallouer ces fonds-là, je crois, au département de l'éducation locale. Donc ça, c'est aussi une des stratégies, mais tout ça peut se passer que localement, donc c'est un petit peu difficile d'avoir vraiment une vision là tout de suite de comment ça va se traduire, où est-ce qu'il va y avoir des avancées et comment les mesurer. Il va y avoir des avancées. Je pense que surtout si Biden est élu, on va assister à une résurgence du mouvement, puisque là, depuis 4 ans, en fait, les gens sont surtout mobilisés à être sur la défensive, en fait, face à toutes les attaques qu'ils subissent, la séparation des familles à la frontière, les questions d'immigration, etc. Donc les gens ont été surtout sur la défensive à essayer de protéger tout cet assaut sur leurs droits. Je pense que si Biden et Harris sont élus, on va assister à une réoffensive du mouvement Black Lives Matter et voir sur le terrain différentes poussées, et notamment cette demande de traduction en actes de choses qui ont été symboliques. Je parlais de Lori Lightfoot à Chicago tout à l'heure. Ça, c'est vraiment un des arguments principaux. En fait, le fait qu'il y ait des gouvernements noirs, qu'il y ait des noirs chefs de la police, qu'il y ait des policiers noirs, etc., cette diversité au sein des ressources humaines, que ce soit gouvernementales ou dans la police, etc., ne suffit pas à ce qu'il y ait des changements en pratique et des changements matériels sur la condition de vie et la condition de traitement des Noirs américains. L'autre élément, c'est que c'est un peu tôt, mais quand on va faire le bilan de la crise économique, de son impact et de qui va subir cette crise, je pense qu'on va s'apercevoir que
la majorité des morts, la majorité des gens qui auront perdu leur emploi, la majorité des gens qui auront été expulsés de leur logement, etc., on va voir qu'il va y avoir une disproportion parmi les pauvres et parmi les Noirs. Enfin, parmi les minorités ethniques, mais surtout parmi les Noirs. Donc, tout ça va jouer sur ce qui va déboucher. Voilà. Mais pour revenir à ta question, Black Lives Matter, de toute façon, c'est décentralisé. Donc, c'est assumé que les gens, comment dire, défendent leurs propres revendications à l'échelle locale, et on peut ne pas avoir les mêmes revendications en Californie qu'à New York ou qu'en Floride ou que dans le Dakota du Nord. Donc, il y a une confiance faite aux activistes locaux pour promouvoir ce qui leur semble important à leurs yeux ou prioritaire. Et merci Charlotte pour nous avoir accordé ce moment. Je crois qu'on reviendra te voir dans quelques semaines Avec pour avoir plaisir. un éclairage sur le déroulé des élections américaines. Et voilà, plus on va se rapprocher de l'échéance, plus on va regarder ça Ouais. avec attention. Merci à toi. Merci.